Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je fais un test, là je filme avec mon nouvel appareil photo et mon nouveau micro. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est vraiment un test. J'espère que ça ira. J'ai l'impression que la lumière c'est moyennement ça. Alors il faut savoir que j'ai pas de retour, du coup je ne vois pas ce que je filme. Donc j'espère que je suis bien centrée dans la caméra. On verra bien ça au montage. Je commence tout de suite parce que pour ce point lecture, oui parce que je vous ai pas dit mais cette vidéo est un point lecture, je n'ai pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bouquins à vous présenter, donc ça risque d'être un petit peu long. Bon, il y a quand même des tomes 2 et 3, non, 2, 4 et 5, donc ceux-là vont aller vite forcément. Et pour les autres, ben, j'essaye d'être assez claire et assez rapide. Voilà, on commence tout de suite par le premier livre que j'ai lu pour ce mois de février. Donc c'est Grisha le tome 2, Le Dragon de glace, écrit par Leigh Bardugo et sorti aux éditions Milan. Alors, vous le savez, si vous avez vu mon précédent point lecture dans lequel je vous parle du tome 1, j'avais adoré ce tome 1. On suit Alina qui se découvre être une Grisha dans ce monde. Une Grisha, c'est une espèce de magicienne. Elle, son pouvoir, c'est d'invoquer la lumière. Dans le monde de Ravka, enfin dans le pays, pardon, de Ravka, il existe le smog, non, je dis des bêtises, le flog, j'ai un trou de mémoire, le fold, le fold. Donc il existe le fold qui partage le pays en deux. C'est une espèce de brouillard très sombre et peuplé de monstres qui dévorent les humains. Régulièrement, les hommes doivent traverser ce brouillard pour pouvoir atteindre l'autre partie du pays, pour commercer, etc. Souvent, ça se termine en catastrophe. Bref, dans le tome 1, Alina fait partie d'une de ces expéditions et c'est lors de l'attaque qu'elle va se découvrir ses pouvoirs. Donc il faut dire que j'avais vraiment adoré ce tome 1 où on suit Alina dans la découverte de ce qu'elle est vraiment. Dans ce tome 2, donc qui est la suite directe du tome 1, j'ai trouvé que l'histoire stagnait. C'est beaucoup plus mou. Je ne peux pas trop vous en dire, mais il y a peu de rebondissements. On attend tout le roman, une bataille qui vient à la fin, mais ne dure que quelques minutes. Enfin, quelques pages plutôt. Et voilà, on a l'impression d'être... Enfin, moi, personnellement, je me suis un peu ennuyée. Les personnages sont très... Enfin, Alina est devenue très peu sûre d'elle, alors que dans le tome 1, elle est plutôt une héroïne un petit peu rentre-dedans. Là, elle devient complètement amorphe, elle gêne beaucoup, enfin voilà. J'ai pas du tout aimé l'évolution du caractère d'Alina. J'ai trouvé dommage qu'on ne donne pas plus de place à certains personnages secondaires. Je pense à plusieurs, je ne vais pas vous le dire parce qu'il ne faudrait pas, le fait rien que de vous annoncer quel personnage est dans ce tome, ça pourrait vous spoiler le tome 1. Donc je préfère pas vous en dire plus. Mais en tout cas, sachez que moi personnellement, ce tome 2 m'a déçu par rapport au tome 1, où là c'était vraiment bien parti et que j'avais vraiment aimé ce début de trilogie. J'ai lu le tome 3, je reviendrai dessus en point lecture le mois prochain puisque je l'ai lu en mars. Sachez tout de même que ce tome 3 m'a réconcilié avec cette trilogie puisqu'il est bien meilleur que ce tome 2. Ensuite, j'ai lu, alors du coup j'essaye de vous faire le bouquin plus ou moins par ordre de préférence, sachant que à part ce roman-là, tous les autres sont de très bonnes lectures. Donc j'ai enchaîné, enfin j'ai pas enchaîné, donc je vais enchaîner dans ce point lecture avec Un appart de rêve amoureux compris de Roxane Dambre, sorti aux éditions Calman Levy. Alors dans cette histoire, on suit, je ne me rappelle plus son prénom, je vais vous dire ça tout de suite, Noël, qui travaille dans une société spécialisée dans l'organisation en entreprise et elle a pour mission d'infiltrer les entreprises pour comprendre les problèmes d'organisation qu'elle rencontre et ainsi proposer des solutions pour les régler. Son patron l'envoie dans une agence immobilière de luxe
qui va très mal depuis quelques années, et les grands patrons aimeraient savoir pourquoi cette agence en particulier, qui est très bien située à Paris, ne fonctionne plus. J'ai beaucoup aimé l'héroïne pétillante, drôle, qui fait un peu des gaffes mais en même temps qui est très professionnelle. J'ai bien aimé rencontrer ces nouveaux collègues de travail qui ont tous un charme particulier, mais principalement un en particulier, vous devez vous en douter, et l'histoire sur laquelle se base l'aventure de Noël, c'est-à-dire la vente d'une maison soi-disant hantée. Voilà, c'est drôle, c'est frais, ça fait passer un excellent moment, c'est très vite lu parce qu'il y a 336 pages, mais c'est écrit relativement gros et aéré. Et moi, connaissant cette autrice en fantaisie que j'avais adorée dans sa multilogie, oui, parce que je ne sais plus combien de tomes, 4 ou 5, d'Animae, vraiment j'avais adoré, ben, je ne suis pas déçue par ce roman qui est bien dans le même genre, dans le même style de l'autrice. On continue avec le Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles, sorti aux éditions Le Livre de Poche, enfin en tout cas la version que j'ai. C'est un livre que j'avais acheté en Thaïlande, si vous me suivez vous le savez. Voilà, il y a même le prix encore en baht. Donc je l'avais acheté en occasion dans une petite bouquinerie en Thaïlande et j'avais trouvé ça sympa de me ramener un livre de là-bas. Bref, dans ce roman, on suit Anna qui a 37 ans et qui croule sous le travail et les dettes. Elle a 2 filles, alors je ne me rappelle plus les prénoms, Chloé qui a 17 ans et Lily qui a 12 ans. Chloé a décidé de renoncer aux études pour essayer de trouver un job pour aider sa mère, et Lily est plutôt renfermée sur elle-même et n'a pas trop d'amis. Donc limite elle se fait harceler à l'école. Quand Anna découvre que ses filles sont vraiment mal, elle va décider de tout lâcher, de louer ou acheter un camping-car, je ne sais plus. Bref, de partir en camping-car, faire un périple en Scandinavie. J'ai beaucoup aimé cette histoire dans le sens où on aborde les relations mère-fille de façon bienveillante. C'est-à-dire que Anna va faire son possible pour comprendre ses filles, pour les aider à sortir de leur coquille, à exprimer ce qu'elles ressentent. Et tout au long du voyage, donc on découvre en même temps qu'elles leur périple, les paysages, les pays qu'elles traversent. Et elles vont rencontrer sur le chemin d'autres camping-caristes avec qui elles vont se lier d'amitié. Et voilà, on a une aventure comme ça, remplie d'émotions, avec des moments touchants, des moments drôles. Et ça fait passer un excellent moment de lecture, donc je vous conseille ce roman. Comme je l'ai dit, non peut-être pas. Si, je ne sais plus si j'avais fait le point lecture avec le premier livre de Virginie Grimaldi que j'avais lu, qui était « Tu comprendras quand tu seras plus grande », parce que je ne me rappelle plus si j'avais déjà commencé la chaîne ou pas. Bref, l'autrice Virginie Grimaldi aime bien mettre une petite révélation de fin qui n'a pas forcément d'importance dans le récit. Enfin, dans celui-là, en tout cas, pas vraiment. En tout cas, ça m'a pas dérangé dans celui-là. Je sais que dans Tu comprendras quand tu seras plus grande, j'avais vraiment été dérangée par cette révélation de fin. Et mais dans celui-là, ça va. Franchement, ça passe tout seul et c'est plutôt même une bonne nouvelle, on va dire. Et c'est plutôt agréable à découvrir. Je vais ensuite vous parler d'une série que j'ai commencé il y a quelques temps, puisque là, j'ai lu le tome 4 de Mercy Thompson, La Croix d'Ossement, et le tome 5, Le Grimoire d'Argent, écrit par Patricia Brinks, et sorti aux éditions Milady. Donc dans cette série, on suit Mercy Thompson, qui est mécanicienne, mais qui est aussi métamorphe, puisqu'elle peut se transformer en coyote. Elle est, à sa connaissance, une des dernières de son espèce. Et elle vit entourée de vampires, de loups-garous, de faées, enfin voilà, tout un tas de créatures différentes. Et au milieu de ça, elle essaye de trouver sa place
sans énerver personne, enfin en tout cas en essayant de pas faire de vagues. Sauf que Merci a tendance à être mêlée malgré elle à des situations plutôt tendues et plutôt dangereuses. Voilà. Donc, je suis cette série avec grand plaisir, pas particulièrement par rapport au scénario, puisque on peut pas dire qu'ils soient très originaux ou très recherchés ou des choses comme ça. Par contre, les personnages sont géniaux. Enfin, moi je trouve en tout cas qu'ils sont géniaux. J'adore Mercedes, merci Thompson, donc j'adore son caractère, elle est très bien construite, elle est à la fois têtue, à la fois sûre d'elle, à la fois, enfin pas toujours, mais en règle générale, en tout cas elle se montre sûre d'elle, elle ne se laisse pas influencer, elle sait prendre ses décisions, elle, malgré les répercussions que ça peut avoir, mais si c'est pour le bien-être des gens qu'elle apprécie, elle le fait, elle se jette à l'eau, elle est soutenue par d'autres personnes, notamment Samuel qui est un loup-garou et qui fait partie de la meute qui a élevé Merci. Donc Merci connaît très bien les us et coutumes des loups-garous. Elle sait normalement quand elle doit se taire et quand elle peut mettre son petit grain de sel. Sauf que elle a un caractère qui fait qu'elle met plus souvent son grain de sel que ce qu'elle se tait. Bref, ça donne des situations tendues, des situations parfois drôles, des situations parfois très dangereuses, et c'est un mix qui fait qu'on passe un excellent moment de lecture avec ces romans-là. En tout cas, moi c'est une série que je conseille, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu Celle qui voulait conduire le tram de Catherine Cuenca aux éditions Talent Haut dans leur collection Les Héroïques. Dans cette histoire, on suit, je ne me rappelle plus le prénom, comme vous le savez, comme vous avez l'habitude maintenant. Pardon, le résumé est dans la pochette de fin, c'est Agnès. On suit Agnès, on est en 1916, pendant la guerre. Les hommes sont au front et les femmes assurent les métiers d'hommes, comme celle de conduire le tram. Agnès, donc, est recrutée pour ce job-là. Sauf qu'à la fin de la guerre, quand les hommes rentrent du front, ils récupèrent leur boulot et les femmes sont mises dehors. Agnès trouve ça très injuste et donc va s'engager dans les suffragettes pour essayer de combattre les injustices qui sont faites par rapport aux femmes. Ce roman est très intéressant dans le sens où il met vraiment le doigt sur ce qu'ont pu subir les femmes à cette époque, qui étaient vraiment reliées en second plan. Elles n'avaient pas le droit de vote, hein, je rappelle, à cette époque-là. Elles avaient juste le droit de se taire, de rester à la maison, de s'occuper de la famille, de s'occuper du repas, etc. Et voilà, éventuellement d'aller à l'usine, ramener un peu d'argent aussi, si le ménage en a besoin. Donc vraiment, le rôle de la femme était très très réglementé, et les hommes traitaient très mal les femmes qui sortaient un petit peu de ce cadre. Donc c'est vraiment intéressant de découvrir par des petites situations du quotidien comment ces femmes étaient perçues à l'époque. Et comment elles ont commencé à vouloir se battre et comment elles ont été maltraitées d'avoir eu envie de sortir de leur carcan. Et c'était vraiment intéressant. L'histoire est courte, franchement elle fait, je vais vous dire ça, 147 pages, ça se lit hyper vite, c'est pas compliqué à lire, donc je pense que même pour des adolescents ou des jeunes qui lisent bien, c'est très facile à lire et ça apprend plein de choses. Donc franchement, je me suis régalée et je conseille ce roman. Ensuite, on continue avec le premier tome de Semblable de Julie Jotz, sorti aux éditions Plume Blanche. Regardez-moi d'abord cette couve, moi que je trouve juste magnifique, qui a été dessinée par l'artiste Tiff, que je vous conseille de suivre parce qu'elle fait des trucs magnifiques. Et d'ailleurs, elle sort son premier roman qui s'appelle Alunia, je crois, c'est ça. Je sais pas s'il sort pas début avril, je l'ai précommandé, mais je crois que c'est début avril. Et elle fait des têtes de chapitre avec des motifs et tout, enfin des dessins et tout, c'est magnifique ce qu'elle fait, moi j'adore en tout cas. Dans ce roman, vous voyez, il y a des petites, d'ailleurs, des petites illustrations comme ça. C'est bien sympa, je trouve que c'est bien agréable à lire, ça fait aérer et ça fait un petit plus qui est vraiment très agréable.
Bref, dans cette histoire, on suit... Vous me croyez si je vous dis que j'ai encore oublié le prénom? Est-ce que je vais le trouver rapidement? Mia. Donc dans ce roman, on suit Mia. On est dans un univers où la place de naissance définit ce que tu vas faire plus tard. Par exemple, le premier-né de la famille devient un soldat. Le deuxième-né doit se marier et fonder une famille. Et le troisième-né peut faire ce qu'il veut. Mia a donc une sœur, Lena, et suite à un événement que je ne vais pas vous raconter, Mia va décider de prendre sa place en tant que soldate, puisque Lena était la soldate de la famille. On découvre donc Mia au sein du camp de soldats dans lequel elle a intégré. Elle rencontre donc d'autres soldats, elle se lie d'amitié avec eux, et elle est contrainte de devenir un soldat en très peu de temps. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, c'est que Mia ne devient pas une soldate du jour au lendemain. Elle fait des exercices, elle s'entraîne très fort. Malgré l'entraînement, elle n'est pas bonne dans toutes les matières, elle n'est pas bonne tireuse, elle n'est pas... Voilà, elle a de grandes difficultés, enfin elle s'améliore bien évidemment, mais elle n'est pas la meilleure en sport, enfin voilà, alors que sa sœur avait toutes ces qualités-là. Donc je trouve que son évolution est très bien et très réaliste, et c'est ce que j'ai apprécié dans ce roman. Ça va doucement, on découvre petit à petit le monde, on découvre surtout pourquoi on a besoin de soldats dans ce monde, puisqu'il est pas en guerre, mais c'est plutôt tendu avec le pays sur leur frontière sud, il me semble. Et du coup, ben voilà, il faut se préparer à éventuellement une guerre. Donc, ce tome est vraiment une introduction où on découvre Mia, où on découvre le système de ce pays par rapport aux membres d'une fratrie, et le pourquoi du comment plus ou moins politique, même si ça reste quand même très survolé. On est quand même sur ce roman, sur une fin, c'est pas un cliffhanger de ouf où on est en plein milieu d'une action, mais on découvre un élément qui fait que ben voilà, on a très très clairement envie de connaître la suite et de savoir ce qu'il en est de cette petite révélation de fin. Je dirais que c'est un roman qui se lit très bien, l'écriture est très fluide, les descriptions sont très bien faites. Bon, on est quand même pas mal dans le désert, donc en même temps, il n'y a pas un décor faramineux, mais je trouve que c'est bien amené, qu'on est bien dedans, qu'on est bien intégré dans ce décor, et du coup, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Ensuite, on arrive presque à la fin, c'est l'avant-dernier. J'ai lu l'intégrale des Hunger Games de Suzanne Collins, sortie aux éditions PKJ. Ce roman pèse une tonne, vous vous en doutez, il fait 1200 pages, je crois. 1000 et... ouais, pas tout à fait, je crois. Et je l'ai lu très rapidement. Je me suis régalée. J'avoue que je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai vu les films et j'avais jamais lu les livres. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai pas particulièrement entendu parler de ces romans pour la simple et bonne raison qu'au moment où ils sont sortis, je regardais les avis YouTube que d'un œil, on va dire, et je n'étais pas du tout sur Insta. Donc je les ai pas vus passer au moment où ils sont passés. Donc je peux pas dire que j'avais une a priori quelconque sur ces romans. Je me suis régalée dans le sens où j'ai trouvé que les films étaient vraiment fidèles aux romans. Je les ai trouvés... enfin, quand je lisais le livre, je voyais les images, c'était vraiment, ça colle bien. Je savais ce qui allait arriver, et pourtant, je redoutais ces passages, je savais qui allait survivre, qui allait mourir, et pourtant, j'ai mon cœur qui a saigné quand certains personnages se sont fait tuer. J'ai vraiment tout adoré, l'écriture est vraiment fluide, parce que franchement je vous le dis, hein, il fait 1200 pages, je ne sais pas en combien de jours je l'ai lu, mais une semaine peut-être, quelque chose comme ça, je l'ai dévoré. Il y a une petite chose que j'ai trouvée légèrement différente des films, c'est Pita. Je trouve que dans le livre, ses sentiments envers Katniss sont mieux rendus que dans les films, voilà. C'est tout, vraiment tout ce que j'ai trouvé de différent et que j'ai trouvé donc mieux dans les romans. Voilà, je vous en dis pas plus, vous connaissez tous l'histoire, enfin en tout cas la plupart des gens en tout cas. D'ailleurs je vous ai pas donné de résumé, mais bon, c'est vrai que comme c'est
une série qui a fait grand bruit. Je vous ai pas annoncé qu'on est dans un monde... alors c'est une dystopie. Il existe 12 districts. Chaque district a une spécialité. Le district de Katniss, c'est le 12. Ils travaillent dans la production de charbon, donc dans les mines de charbon. Ils sont tous très pauvres. Le Panem, qui est la capitale, dirige d'une main de fer ces districts. Et tous les ans, pour se rappeler, pour un devoir de mémoire, se rappeler des émeutes qui ont eu lieu, où les districts se sont rebellés contre Panem et où il y a eu de très nombreux morts, il a été question d'organiser des jeux de la faim, donc les Hunger Games. Chaque district fournit 2 tribus, un garçon et une fille, âgés entre 12 et 18 ans, et ces 24 tribus, puisqu'il y a 12 districts, vont se disputer dans l'arène, disputer à mort, et le dernier survivant sera le gagnant. Voilà un peu dans quel contexte on se situe. Voilà, tout ça pour dire que j'ai adoré ce roman et que enfin, c'est cette trilogie, ce petit pavé, et que voilà, hein, c'est pour ceux qui aiment les dystopies, allez-y, foncez. Hein. Et je termine ce point lecture avec mon coup de cœur du mois de février. Si vous me suivez, vous savez, je vous bassine suffisamment avec ça. C'est le tome 2 d'Aurora Squad d'Amy Kaufman et Jay Christophe, sorti aux éditions Casterman. Voilà, vous savez que j'adore cette série. Dans le tome 1, on suit l'escadron 312 qui est composé de 6 membres et qui décide de désobéir aux ordres pour protéger Aurora. Aurora est une jeune fille qu'ils ont retrouvée cryogénisée dans un vaisseau en perdition depuis 200 ans, et pour une raison qu'ils ne comprennent pas au départ, elle est poursuivie et on tente de l'assassiner. Voilà, donc eux, ils essayent de comprendre ce qui se passe et par la même occasion, ils essayent de la protéger et de survivre en même temps. Hein. Voilà, donc on est dans l'espace, on a des batailles spatiales, on a des batailles sur le terrain, on a enfin toute une panoplie d'événements, d'aventures, on ne s'ennuie jamais, c'est plein de rebondissements. On adore les personnages, enfin moi j'adore les personnages. Ils ont tous leur caractère, ils ont tous leurs propres compétences, ils se complètent extrêmement bien. Ils sont très attachants. Dans ce tome 2, on en découvre, enfin on rentre plus dans le détail sur certains personnages. Moi, je les avais appréciés déjà dans le tome 1 parce que j'aime bien toujours, moi, ceux qui sont un peu discrets, qu'on remarque pas trop, je m'intéresse toujours un peu à eux. Et là, je pense notamment à un personnage en particulier, on découvre ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est comme ça, etc. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis d'autant plus attachée à elle. Voilà, c'est bourré d'humour, on a peur, on vibre en même temps que eux, on découvre des choses en même temps qu'eux, on est surpris, on est horrifié, on est... Voilà, vraiment, on passe par plein d'émotions et rien que pour ça, il faut foncer. Donc je vous la conseille à 1000%, c'est du young adulte. Donc c'est pas très difficile à lire, c'est pas de la science-fiction hard, hein. On reste dans quelque chose de très abordable. Donc si vous n'êtes pas habitué à la science-fiction, franchement, ce genre de série-là, c'est vraiment très abordable. Donc n'hésitez surtout pas pour démarrer dans ce genre, vous ne serez pas déçus. Voilà donc pour mes 9 lectures du mois de février. Je dois dire que j'ai vraiment eu un mois où j'ai beaucoup lu, parce que moi, ma moyenne, comme vous pouvez le savoir si vous me suivez un petit peu, c'est environ 5-7 livres. Là, je suis à 9, sachant qu'en plus, dans le lot, il y a une trilogie que j'ai comptée que pour un livre. Donc vraiment, ce mois-ci, j'ai bien lu. Aussi, j'essaye de faire les week-ends à 1000 maintenant, donc forcément ça aide, puisque je me réserve ce week-end-là pour essayer de lire un maximum, et ça marche plutôt bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez également lu ces romans et ce que vous en avez pensé, ou si mon avis vous a donné envie de les découvrir. Je serai ravie de discuter avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous en remercie sincèrement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!